Il y a quelque chose de fascinant et un peu troublant dans la manière dont les mots peuvent sortir de la bouche de quelqu'un sans qu'il n'en ait vraiment conscience, sans qu'il ne sache qu'il est, à cet instant précis, en train de se révéler. C'est comme une petite porte laissée entr'ouverte dans une maison que l'on croit bien fermée. Et si je te disais que nous ouvrons tous ces portes, tous les jours, sans même le savoir? Que chaque geste, chaque silence, chaque regard fuyant, chaque rire un peu trop fort, raconte une histoire que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi dans les coulisses de ces révélations silencieuses. Nous allons passer un moment ensemble, un vrai moment, où je vais te parler de ces mécanismes qui font que l'on peut, sans le vouloir, laisser parler l'autre ou se laisser parler soi-même. C'est un voyage intime, un peu comme une longue conversation au coin du feu. Alors installe-toi confortablement. Et si ce que tu vas entendre résonne en toi, si tu sens que cette exploration mérite d'être poursuivie, alors reste avec moi jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer cette petite cloche qui te prévient lorsque nous nous retrouvons, parce que ce n'est que le début d'une longue série de partages. Laisse un commentaire si une idée te traverse, partage cette vidéo avec la personne à qui tu penses en l'écoutant. Nous formons ici une communauté de curieux, de ceux qui cherchent à voir au-delà des apparences, et ta place est déjà réservée. Imagine une scène toute simple, quelque chose que tu as vécu des dizaines de fois. Tu es dans une pièce, peut-être une salle de réunion un peu froide, ou un repas de famille un peu trop long. Il y a cette personne, en face de toi, qui parle. Elle parle de son travail, de ses projets, de ses opinions. Et à un moment, sans raison apparente, sa voix change. Elle baisse d'un ton, ou au contraire, elle s'emballe. Ses doigts tapotent sur la table. Elle évite ton regard, puis le fixe soudainement avec une intensité déconcertante. Elle vient, sans le savoir, de te livrer un secret. Pas un secret sur un fait, non, mais un secret sur son état intérieur. Sur une peur, une envie, une faille. Elle ne l'a pas dit avec des mots, mais elle l'a dit avec tout le reste. C'est cela, faire parler quelqu'un sans qu'il ne s'en rende compte. C'est écouter non pas ce qu'il dit, mais écouter ce qui parle à travers lui. C'est une écoute du corps, du rythme, des silences, de tout ce qui échappe au contrôle de la raison. Machiavel, ce penseur de la Renaissance dont on parle souvent pour sa froideur supposée, avait compris une chose essentielle. Les hommes agissent bien plus souvent guidés par la peur, par le désir de paraître, par la nécessité de préserver une image, que par de grands principes moraux affichés. Il ne s'agit pas de juger cela, mais simplement de le constater. Il observait les princes, les courtisans, mais en réalité, il observait l'humain, toi et moi, dans notre théâtre quotidien. Il voyait que nous portons tous un masque, un persona comme disaient les anciens, et que ce masque a ses coutures, ses points de faiblesse. Et c'est par là que la vérité de l'être finit toujours par filtrer. Prends l'exemple de la timidité, ou de cette anxiété sociale qui nous tord parfois le ventre avant d'entrer dans une pièce pleine d'inconnus. Tu te prépares, tu te répètes mentalement ce que tu vas dire, tu essaies de projeter une image de confiance, de calme, d'ouverture. Tu entres. Et puis, c'est ton corps qui trahit ton plan. Tu rougis légèrement. Tes mains cherchent quelque chose à faire, elles se posent sur ton verre, elles tripotent le tissu de ton pull. Tu ris à un moment qui n'est peut-être pas le bon, et ton rire sonne un peu faux à tes propres oreilles. Tu viens de parler. Tu as dit, à qui s'est observé, « Je suis fragile ici. Je ne me sens pas à ma place. J'ai peur de votre jugement. » Pourtant, tes mots, eux, parlaient peut-être de la météo ou du dernier film à succès. Cette divergence, cette petite fracture entre l'intention et la manifestation, c'est la faille sismique où naît la vraie connaissance de l'autre. Et le plus fascinant, c'est que la personne en face, si elle est attentive, reçoit ce message. Peut-être pas consciemment, mais son intuition, elle, l'enregistre. Une connexion ou un malaise s'installe, non pas à cause de tes mots, mais à cause de ce que tu as émis malgré toi. Machiavel dirait que pour gouverner, un prince doit savoir inspirer la crainte plus que l'amour, car l'amour est changeant, tandis que la crainte, elle, est une constante dans le cœur des hommes. Transposée dans nos vies de tous les jours, cela ne signifie pas qu'il faut terroriser son entourage, bien sûr. Mais cela éclaire une dynamique profonde. Nous sommes tous, constamment, en train de négocier avec la peur. La peur de l'autre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, la peur de perdre le peu de contrôle que nous pensons avoir. Et c'est cette négociation, souvent invisible, qui guide nos comportements les plus banals. Quand tu évites le regard d'un collègue dans le couloir, est-ce par indifférence? Ou par une peur subtile, une peur de devoir engager une interaction que tu ne sais pas comment gérer? Quand tu acquiesces vigoureusement à une opinion que tu ne partages pas pleinement, est-ce par conviction? Ou par la crainte, justement, de créer un conflit, de déplaire, de te mettre en porte-à-faux? Chacune de ces petites lâchetés quotidiennes,
et nous en commettons tous, est un aveu. Un aveu que nous faisons sortir de nous, sans même nous en rendre compte. Nous parlons de notre vulnérabilité à travers nos accommodements. Il y a aussi l'art de laisser l'autre se dévoiler par le vide que l'on crée. C'est une technique vieille comme le monde, utilisée par les interrogateurs, les thérapeutes, mais aussi par les amis qui savent écouter. Elle consiste simplement à ne pas combler les silences. À laisser un espace, un blanc, après que l'autre a fini une phrase. La plupart des gens ont une peur viscérale du silence, surtout dans une conversation. Ils le perçoivent comme un vide qu'il faut à tout prix remplir. Et pour le remplir, ils vont souvent ajouter quelque chose, préciser, corriger, et parfois, lâcher le détail qu'ils avaient décidé de taire. C'est incroyable de voir à quel point, face à un silence bienveillant mais persistant, les gens finissent par déborder. Ils commencent à justifier, à rationaliser, puis, souvent, la vérité plus simple, plus nue, finit par émerger. Pas sous la torture, mais sous la douce pression de leur propre inconfort. C'est là qu'on rejoint des penseurs comme les stoïciens, Sénèque ou Marc Aurèle, qui parlaient du contrôle de ses propres réactions, de la maîtrise de son visage et de son langage corporel. Eux te diraient que pour comprendre les autres, il faut d'abord se comprendre soi-même, et apprendre à se taire intérieurement. À ne pas projeter sa propre anxiété dans l'espace de la conversation. Quand tu es calme, centré, que ton esprit n'est pas agité par le besoin de briller ou de répondre, alors tu deviens un miroir extraordinairement clair. Et les gens, en se voyant dans ce miroir tranquille, se mettent à se raconter. Pense à ces moments où tu as été vraiment écouté. Vraiment. Pas quand quelqu'un attendait son tour pour parler, mais quand quelqu'un t'a offert toute son attention, sans jugement, sans impatience. Que as-tu fait? Il y a de fortes chances que tu te sois mis à parler plus librement, plus profondément. Que des choses que tu ne pensais pas dire soient sorties. C'est parce que tu te sentais en sécurité. Et paradoxalement, c'est dans cette sécurité que nous baissons le plus nos gardes, que nous nous révélons le plus. La véritable maîtrise, ce n'est pas d'extraire des informations par la force ou la ruse, c'est de créer un climat tel que l'autre choisit, presque inconsciemment, de les déposer devant toi. Machiavel, encore une fois, avait saisi cette nuance. Il savait que la confiance est une arme à double tranchant. Un prince doit paraître digne de confiance, vertueux, compatissant, même s'il ne l'est pas toujours dans ses actions les plus secrètes. Parce que cette apparence de vertu, cette vertu au sens de force de caractère et d'efficacité, est ce qui désarme la méfiance. Dans nos relations, nous faisons tous un peu cela. Nous cherchons à paraître fiables, sympathiques, ouverts. Et lorsque nous y parvenons, l'autre baisse ses défenses. Il se met à parler. Il te donne, sans méfiance, les clés de son jardin secret. Mais attention, il ne s'agit pas de manipuler. La nuance est fine, mais elle est essentielle, et c'est là que la réflexion prend toute sa profondeur humaine. Le but n'est pas de devenir un manipulateur froid, qui tire les ficelles des marionnettes humaines. Le but est de comprendre. De comprendre pour mieux se connecter, pour éviter les malentendus, pour être plus doux avec les fragilités des autres et avec les nôtres. Quand tu comprends que la colère explosive de ton patron un lundi matin parle moins de toi que de sa propre peur de perdre le contrôle sur un dossier, ton cœur change. Tu ne reçois plus l'attaque de la même manière. Tu deviens capable de voir l'être humain derrière la fonction, la blessure derrière l'agression. C'est une forme de puissance, oui, mais une puissance qui n'écrase pas. Une puissance qui apaise. C'est la lucidité dont parlait aussi un philosophe comme Spinoza, une lucidité qui nous libère des passions tristes, comme la haine ou le ressentiment. Comprendre les causes, c'est déjà désamorcer une part de l'effet. Prenons un exemple plus contemporain, celui des réseaux sociaux. Regarde comme les gens se mettent à nu, sans en avoir l'air, sur ces plateformes. Le choix des photos, le ton des légendes, la fréquence des publications, ce qu'ils choisissent de montrer et, encore plus révélateur, ce qu'ils choisissent de taire. Une personne qui ne poste que des moments de réussite, de voyage, de rire parfait, que nous dit-elle? Elle dit peut-être, regardez, ma vie est réussie. Mais à l'oreille attentive, elle dit aussi, et peut-être surtout, j'ai besoin que vous validiez cette réussite. J'ai peur que vous voyiez l'envers du décor, qui est moins glorieux. Chaque like reçu est un petit baume sur cette peur. Chaque absence de like est une petite piqûre. Nous avons créé des arènes immenses où nous nous exposons volontairement, en croyant maîtriser notre image, mais en réalité, nous y parlons à livre ouvert de nos fins les plus fondamentales, être vu, être aimé, être reconnu. Nous nous mettons en scène en croyant être les metteurs en scène, mais nous sommes aussi les acteurs terrorisés, et le public exigeant. C'est un jeu machiavélique au sens propre, où l'apparence est tout, et où nous passons notre temps à décrypter, souvent avec anxiété, les apparences des autres. Revenons dans le monde physique, dans une interaction en face à face.
Il y a cette technique, subtile, qui consiste à reformuler. Pas comme un robot, mais avec tes propres mots, ce que l'autre vient de dire. Si je comprends bien, ce que tu ressens, c'est que cette situation te donne l'impression d'être ignoré, c'est ça. Ce n'est pas de la simple répétition. C'est un acte de reconnaissance profonde. Tu dis à l'autre, je te vois. J'entends non seulement tes mots, mais l'émotion qui est derrière. Et presque toujours, l'autre va répondre, oui, exactement. Et puis il va ajouter quelque chose. Il va creuser, préciser, parce que tu lui as offert un socle de validation. Tu l'as autorisé à aller plus loin. C'est une manière de faire parler qui est aux antipodes de l'interrogatoire. C'est une invitation. Et dans cette invitation, l'autre se sent suffisamment en confiance pour aborder des territoires plus personnels, plus sensibles. Il ne s'en rend pas compte, parce que le processus est fluide, naturel, bienveillant. Mais toi, en écoutant, tu apprends. Tu apprends qui il est, ce qui le blesse, ce qui le fait rêver. Imagine maintenant que tu sois dans une position où tu dois négocier quelque chose. Que ce soit pour acheter une voiture, demander une augmentation, ou même décider des prochaines vacances en couple. La tentation est de plaider sa cause, d'accumuler les arguments, de parler, parler, parler pour convaincre. Mais souvent, la clé n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu fais dire à l'autre. En posant des questions ouvertes, simples, sur les besoins, les craintes, les contraintes de ton interlocuteur, tu le fais parler de ce qui compte vraiment pour lui. Qu'est-ce qui serait idéal pour vous dans ce projet? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le calendrier que je propose? En répondant à ces questions, l'autre va dévoiler ses priorités, ses lignes rouges, ses désirs cachés. Il va te donner, sans y penser, la carte pour trouver un terrain d'entente qui le satisfasse. Et en le satisfaisant, tu augmentes tes chances d'être satisfait toi aussi. C'est du pur Machiavel appliqué à la vie civile, agir non pas en fonction de ses seuls désirs, mais en fonction de la réalité des forces en présence, des passions et des intérêts de l'autre. Agir sur le monde nécessite de le comprendre d'abord. Et comprendre, c'est écouter ce qui se dit entre les mots. Parfois, faire parler quelqu'un sans qu'il ne s'en rende compte, c'est aussi être attentif à ses contradictions. Nous en avons tous. Nous disons aimer la solitude mais nous postons sans cesse sur les réseaux. Nous prônons l'authenticité mais nous polissons soigneusement notre image. Nous affirmons ne pas nous soucier du jugement mais nous ruminons une remarque anodine pendant des jours. Ces contradictions ne sont pas des mensonges. Ce sont des conflits intérieurs qui remontent à la surface. Quand tu les remarques chez quelqu'un, sans le pointeur du doigt bien sûr, mais simplement en les notant mentalement, tu accèdes à une compréhension plus riche de sa personnalité. Tu vois les tensions qui l'habitent. Un être humain n'est pas une entité logique et cohérente. C'est un champ de bataille où s'affrontent des désirs opposés, des peurs anciennes, des aspirations contradictoires. La philosophie, de Platon à Freud en passant par Nietzsche, n'a cessé de le rappeler. Nous sommes multiples en nous-mêmes. Et c'est souvent dans les moments de fatigue, de stress, de relâchement de l'attention, que la faction la plus secrète, la plus vulnérable, prend la parole à travers nous. Je pense à ces soirées où, après quelques verres, les langues se délient. Les inhibitions tombent. Les gens se mettent à raconter des histoires plus personnelles, à avouer des doutes, à exprimer des affections qu'ils retiendraient en temps normal. L'alcool, ici, n'est qu'un catalyseur. Il enlève le filtre, le censeur interne qui surveille en permanence ce qui peut sortir. Il permet à la voix intérieure, souvent plus vraie, ou du moins plus brute, de s'exprimer. Mais on n'a pas besoin d'alcool pour observer ce phénomène. La simple fatigue fait le même effet. En fin de journée, dans un train, un collègue épuisé peut lâcher un commentaire qu'il n'aurait jamais fait le matin, frais et dispo. Il révèle un agacement, une lassitude, un rêve secret. La nuit, aussi, a son pouvoir. Les conversations nocturnes, quand le monde est endormi et que plus rien ne presse, ont une qualité différente. Le temps semble s'étirer, les cœurs s'ouvrent plus facilement. C'est comme si l'obscurité nous rendait moins visibles, et donc moins vulnérables au regard que nous craignons tant. Et ce regard, justement, c'est peut-être le cœur du sujet. La peur du regard des autres. C'est elle qui nous fait nous taire, ou au contraire, qui nous fait parler pour impressionner. C'est elle qui raidit notre posture et qui contrôle nos sourires. Sartre disait que l'enfer, c'est les autres, non pas parce que les autres sont nécessairement mauvais, mais parce que leur regard nous fige, nous objectifie, nous vole notre liberté d'être simplement ce que nous sommes sur le moment. Nous vivons sous ce regard, réel ou anticipé. Et toute notre énergie psychique passe souvent à gérer cette impression que nous donnons. Machiavel, dans son réalisme sans concession, te dirait que cette préoccupation n'est pas une faiblesse, c'est une donnée fondamentale de la condition humaine dans la cité, dans la société. Le pouvoir se gagne et se maintient par la maîtrise de l'image.
Et à notre échelle, notre influence, notre capacité à nous faire entendre, à être aimé ou respecté, dépend aussi de cette maîtrise. Mais la vraie maîtrise, la plus profonde, ne consiste pas à fabriquer une image de toute pièce. Elle consiste à savoir quand laisser tomber le masque, de manière stratégique et émouvante à la fois. À montrer une faille, une vulnérabilité choisie. Parce que la vulnérabilité, lorsqu'elle est authentique et dosée, est ce qui crée le lien le plus puissant qui soit. Elle désarme l'autre. Elle lui dit « Je te fais confiance au point de te montrer cela ». Et en retour, très souvent, l'autre se sent autorisé à être vrai lui aussi. C'est un cercle vertueux de révélation mutuelle. Prenons l'exemple d'un leader, d'un manager. Le manager qui ne montre jamais de doute, jamais de fatigue, qui affiche un optimisme et une certitude de faire, finit par créer une distance. Son équipe le perçoit comme un robot, ou pire, comme un être inaccessible. Elle ne se reconnaît pas en lui. Et alors, elle ne lui parle pas. Elle lui dit ce qu'il a envie d'entendre. Elle cache les problèmes, les mauvaises nouvelles. Le manager, alors, ne sait plus ce qui se passe vraiment. Il est coupé de la réalité de son équipe. À l'inverse, le manager qui, à un moment approprié, peut dire « Écoutez, sur ce point, je suis un peu perdu aussi. J'ai besoin de vos idées. » Ce manager-là, il vient de briser une barrière. Il vient de donner la permission à son équipe de sortir du rôle de l'employé parfait qui sait tout. Il les invite à collaborer, à être humains. Et les gens, autour de la table, vont se mettre à parler. Vraiment parler. Ils vont proposer des choses, ils vont oser exprimer des craintes, des suggestions farfelues. Parce que la peur du jugement du chef a été, momentanément, suspendue. Il a fait parler son équipe sans qu'elle ne s'en rende tout à fait compte, simplement en modifiant le climat émotionnel de la pièce. C'est la même chose dans une relation amoureuse. Au début, tout est filtre et contrôle. On veut montrer le meilleur de soi-même. Puis, à mesure que la confiance s'installe, on relâche la vigilance. On se permet d'être grognon le matin, de raconter une bêtise qu'on a faite, de pleurer devant un film niais. Chacun de ces relâchements est une parole. C'est un message qui dit « Je suis suffisamment en sécurité avec toi pour être moins parfait ». Et l'autre, en réponse, fait de même. La relation se construit sur cette accumulation de petits aveux involontaires et volontaires, de petites révélations de l'être authentique derrière le personnage social. Les couples qui durent sont ceux qui ont su créer un espace suffisamment sûr pour que les deux partenaires puissent, jour après jour, se parler sans même s'en rendre compte, à travers leurs humeurs, leurs silences, leurs gestes tendres ou leurs irritations passagères. Ils se connaissent tellement bien qu'ils peuvent lire l'autre comme un livre ouvert, un livre dont l'autre n'a parfois même pas conscience qu'il est en train d'en tourner les pages. Alors, bien sûr, cette capacité à décrypter, à écouter au-delà des mots, soulève des questions éthiques. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce que c'est une violation de l'intimité de l'autre que de lire en lui ce qu'il ne veut pas nécessairement montrer? C'est une frontière délicate. La bienveillance, ici, doit être notre boussole constante. Comprendre n'est pas pour exploiter. Comprendre est pour mieux aimer, mieux accompagner, mieux collaborer. C'est une forme d'attention suprême que l'on porte à l'autre. Une attention qui dit « Tu existes, et ton monde intérieur m'importe ». Quand cette intention est pure, l'autre le sent, même inconsciemment. Il se sent vu, et non pas espionné. Il se sent reconnu, et non pas démasqué. Il y a une douceur dans ce type de connaissance. Une douceur qui peut même avoir un effet thérapeutique. Se savoir compris, sans même avoir eu à tout expliquer, est l'un des sentiments les plus réconfortants qui soient. Je voudrais maintenant te parler de l'écoute de soi. Parce que pour entendre les autres, il faut commencer par s'entendre soi-même. Et nous sommes souvent les derniers à nous écouter vraiment. Nous avons un dialogue intérieur permanent, un flot de pensées, de jugements, de commentaires. Mais écoutons-nous vraiment ce que ce dialogue nous dit? Parfois, notre propre corps nous parle et nous ne l'entendons pas. Ce nœud dans l'estomac avant une réunion importante, cette fatigue persistante qui n'a pas de cause physique évidente, cette tension dans les épaules. Ce sont des messages. Notre propre être essaie de nous faire parler, de nous faire prendre conscience d'un stress, d'une peur, d'un désir refoulé. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, passaient leur vie à s'observer. Dans ses pensées pour moi-même, il se parle à lui-même, il s'examine, il cherche à démêler les jugements qui provoquent ses émotions négatives. C'est un travail de vigilance intérieure. Quand tu deviens bon à cet exercice, tu deviens également plus sensible aux mêmes signaux chez les autres. Tu deviens empathique, non pas par effort, mais par une forme de résonance naturelle. Tu reconnais en l'autre des états que tu as toi-même traversés et observés en toi. Pense à un moment où tu as eu une intuition forte sur quelqu'un. Tu as rencontré une personne et, sans raison logique, tu as senti qu'elle n'était pas fiable, ou au contraire,
qu'elle était incroyablement sincère. Plus tard, les événements ont confirmé ton intuition. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton cerveau a capté une foule de micro-signaux, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux, une poignée de main trop molle ou au contraire ferme et chaude, une manière de se tenir, une tonalité dans la voix, et il a fait un calcul ultra rapide, en dehors de ta conscience. Il t'a fait savoir quelque chose sans que tu ne puisses l'expliquer. C'est ça, la capacité à faire parler l'autre sans qu'il ne s'en rende compte, opérant à un niveau instinctif. On peut cultiver cette capacité. En étant plus présent, plus ancré dans l'instant, en éteignant le brouhaha de nos propres pensées, on devient un réceptacle plus sensible à tout ce qui émane de l'autre. C'est une forme de méditation en action. Être simplement présent, sans attente, sans projection. Il y a aussi le pouvoir du milieu, du contexte. On ne se révèle pas de la même manière dans un bureau impersonnel, dans un café bruyant, ou lors d'une longue marche en forêt. Le cadre physique influence énormément notre disposition à nous ouvrir. Un environnement perçu comme neutre, confortable, un peu intime, favorise la confidence. La promenade côte à côte, plutôt que la conversation face à face, est un classique pour faciliter la parole. Le fait de ne pas se regarder directement dans les yeux, mais d'avoir un point de focus commun ou le paysage, la route devant soi ou libère la parole. C'est comme si le regard, encore une fois, était trop puissant, trop intense. En le détournant, on permet à la pensée de couler plus librement. C'est un truc que connaissent bien les thérapeutes, mais aussi les amis qui se promènent pendant des heures. Les mots viennent différemment. Les silences sont plus paisibles. Les révélations surgissent comme des évidences, sans drame. Maintenant, imagine que tu veuilles appliquer tout cela non pas pour comprendre un ami, mais pour traverser une situation difficile, un conflit. Tu es en désaccord avec quelqu'un. La situation est tendue. La réaction classique est de se braquer, de préparer ses arguments, de penser à ce que l'on va répondre pendant que l'autre parle. C'est le meilleur moyen pour que la conversation tourne en rond, ou dégénère. L'approche inverse, bien plus puissante, est de chercher d'abord à faire parler l'autre de son point de vue. Pas pour le piéger, mais pour le comprendre vraiment. Peux-tu m'expliquer pourquoi cette décision te semble si injuste? Qu'est-ce que ça te fait, quand je dis cela? En se concentrant sur le fait de faire émerger le ressenti et la logique de l'autre, plusieurs choses magiques se produisent. D'abord, l'autre se sent écouté, ce qui calme déjà une partie de sa colère ou de sa frustration. Ensuite, en parlant, il va souvent lui-même entendre ses propres arguments, et parfois en percevoir les faiblesses ou les excès. Enfin, et c'est le plus important, il va te donner les informations nécessaires pour trouver une issue. Il va te montrer quelle est sa vraie blessure, son vrai besoin. Et à partir de là, tu peux trouver une solution qui tienne compte de lui, sans pour autant t'oublier toi. C'est une stratégie d'une redoutable efficacité, qui transforme l'adversaire potentiel en partenaire de recherche d'une solution. C'est du Machiavel au service de la paix, en quelque sorte. Nous pourrions parler des heures de ces dynamiques. De la manière dont les enfants, qui n'ont pas encore intégré tous les codes sociaux, sont des maîtres en la matière. Ils disent ce qu'ils pensent, montrent ce qu'ils ressentent, sans filtre. Et en les observant, on apprend énormément sur les adultes qu'ils côtoient. Un enfant qui se cache derrière les jambes de sa mère en te voyant te parle de ta propre énergie, peut-être trop forte, trop intimidante. Un enfant qui vient te prendre la main sans raison te parle de ta capacité à inspirer la confiance, une douceur que tu ne te connaissais peut-être pas. Ils sont des révélateurs vivants. Nous pourrions parler aussi de l'art, de la littérature. Un roman, un film, une chanson, font parler l'auteur, mais aussi les personnages, et à travers eux, c'est souvent nous-mêmes que nous entendons. Une œuvre nous touche quand elle met des mots ou des images sur quelque chose que nous portions en nous sans pouvoir l'exprimer. Elle nous fait nous révéler à nous-mêmes. C'est le même mécanisme, à une échelle plus large. L'artiste a su capter une vérité humaine et la restituer, et en la rencontrant, nous disons, oui, c'est exactement ça. Nous venons de parler, à travers l'œuvre, de notre propre expérience. Tout cela pour te dire que le monde humain est une gigantesque conversation, dont la majeure partie se tient en dehors des mots explicites. Nous sommes des émetteurs et des récepteurs constants d'informations sur nos états d'âme, nos intentions, nos peurs. Apprendre à décoder cette conversation, c'est apprendre à naviguer dans le monde avec plus de finesse, plus de compassion et plus d'efficacité. C'est acquérir une forme de sagesse pratique, une intelligence des cœurs. Machiavel, souvent caricaturé, cherchait cette intelligence. Il voulait comprendre les ressorts de l'action humaine pour agir dans un monde complexe et dangereux. Nous vivons dans un monde différent, mais tout aussi complexe, où les dangers sont souvent émotionnels plutôt que physiques. Les principes restent. Comprendre ce qui motive les gens, ce qui les fait agir et parler, même à leur insu,
est une compétence fondamentale. Et pour toi, qui m'écoutes en ce moment, je suis sûr que ces mots résonnent avec des situations que tu as vécues. Peut-être te revient en mémoire un moment où tu as soudain compris quelque chose d'important sur un proche, sans qu'il n'ait rien dit de direct. Peut-être penses-tu à une fois où tu t'es senti transparent, deviné, et que cela t'a mis mal à l'aise ou, au contraire, profondément touché. Cette sensibilité est en toi. Elle peut être affûtée, cultivée. Il suffit de porter une attention un peu différente, plus patiente, plus large, aux personnes qui t'entourent. D'écouter avec tes yeux et ton cœur autant qu'avec tes oreilles. De créer des espaces de silence et de sécurité où les vérités ont le droit d'émerger sans être jugées. Nous approchons de la fin de ce long moment partagé. J'espère que cette promenade dans les arcanes de la révélation inconsciente t'aura intéressé, peut-être même ému. C'est un sujet qui me tient à cœur, car il touche à l'essence même de nos relations, ce désir de se connaître et de connaître l'autre, au-delà des apparences. Un désir qui est à la fois une grande vulnérabilité et une grande force. Alors, avant de nous quitter, je veux te laisser avec cette pensée. Tu as, en toi, le pouvoir de créer des moments de vérité. Pas en forçant les confidences, mais en étant simplement une présence attentive et accueillante. En écoutant le non-dit, tu honores la part la plus authentique de l'autre. Et ce faisant, tu invites ta propre authenticité à se montrer. C'est un cercle vertueux de courage et de confiance. Le monde a besoin de plus de ces espaces de vérité. Il a besoin de personnes qui écoutent vraiment, qui voient vraiment. Tu peux être l'une de ces personnes. Si cette exploration du cœur humain t'a parlé, si tu sens que ces réflexions peuvent éclairer ta voix, alors je t'invite vraiment à rester connecté. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres. Active la cloche de notification, car nous allons approfondir bien d'autres facettes de cette vie intérieure qui nous anime tous. Laisse un commentaire pour dire ce qui t'a le plus touché dans ce que tu as entendu aujourd'hui. Partage cette vidéo avec quelqu'un à qui ce message pourrait faire du bien. Nous formons ici une communauté de chercheurs, de gens qui croient que comprendre est le premier pas vers un monde un peu plus doux et un peu plus vrai. Merci de m'avoir écouté, vraiment. Et à très bientôt, pour la suite du voyage.